avec Catherine Ritz, qui est directrice de recherche au CNRS et qui à Grenoble, au laboratoire IGE, Institut des géosciences de l'environnement, et qui va nous parler plus précisément de la glaciologie. On applaudit le monsieur. Bonjour, donc j'ai préparé cette présentation avec Vincent Peillot et nous sommes tous deux glaciologues et chercheurs CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement et avant au laboratoire de glaciologie. On résulte d'un mariage entre laboratoires. Ici, vous avez, Édouard vous a déjà montré ce genre de carte. Vous avez la plus récente carte qu'on ait des reconstitutions des calottes glaciaires et au dernier maximum glaciaire comparé à l'état actuel. Donc à l'état actuel, dans l'hémisphère nord, on voit seulement le Groenland. Il y a des petites calottes, mais certaines sont déjà en train de disparaître. Pendant la période glaciaire, on voit clairement que tout le nord de l'Amérique et une partie du nord de l'Eurasie sont couverts de glace. Celle du nord de l'Amérique s'appelle le Laurentide et celle du nord de l'Eurasie s'appelle la Phénoscandie. Ce qu'il faut bien noter, c'est que, et qui est un peu surprenant, c'est qu'il n'y a pas de glace sur la Béringie, sur l'est de la Sibérie. C'est sans doute lié au climat très continental. Ça a été un casse-tête pour les climatologues pendant un grand moment et les simulations mettaient toujours des calottes glaciaires à cet endroit-là où on a vraiment des preuves qu'il n'y en avait pas. Les Alpes, on a vu une super reconstitution des glaciers des Alpes étaient un peu plus étendus. Et dans l'Himalaya, qui est aussi une région de montagne, il y avait aussi, les glaciers étaient plus étendus, mais sans former une grosse calotte polaire comme le Laurentide ou la Phénoscandie. Donc là, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment apparaissent et disparaissent ce genre de grandes calottes glaciaires. Le niveau des mers était 120 mètres, 130, 120 mètres plus bas que maintenant. Quelques indices sur comment on reconstruit ça et peut-être quelques indices aussi sur quelles leçons on peut avoir pour le futur. Donc je repars sur la théorie de Milankovitch. La théorie de Milankovitch, donc, c'est les variations de l'orbite terrestre qui sont le déclencheur des variations glaciaires interglaciaires qui ont eu lieu pendant tout le Quaternaire. Il y a 3 grands paramètres. Le premier paramètre, la Terre tourne comme une toupie, et vous savez bien, les toupies, elles font toujours un mouvement un petit peu comme ça. Et du coup, il y a des moments où la Terre et l'hémisphère nord est près du Soleil en hiver, et puis il y a des moments où l'hémisphère nord est loin du Soleil en hiver, suivant avec une période de 20 000 ans. Et ça, c'est la précession des équinoxes, enfin la précession, qui est le paramètre, ce paramètre-là. Il y a un autre paramètre, c'est que la Terre, l'axe bouge un petit peu, et ça, c'est l'obliquité ou l'inclinaison. Et puis, il y a l'excentricité, parce que l'orbite de la Terre autour du Soleil est elliptique, et elle est plus ou moins allongée en fonction du temps. Tout ça, ça résulte de la mécanique céleste, de l'interaction entre tous les corps. On peut remonter pas mal dans le passé par le calcul pour ce genre de choses, pas éternellement, parce qu'il se trouve que la répartition des masses terrestres modifie également ces paramètres. Par exemple, le pôle pendant la période glaciaire n'était pas exactement au même endroit que maintenant, et il y a des gens qui calculent la migration du pôle au cours du temps. Quand on voit ces trois paramètres vont modifier la quantité d'énergie qui arrive sur Terre, et ça va la modifier en fonction de la latitude et de l'hémisphère. Donc, ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que ça dépend de la latitude, et quand on regarde les reconstructions de l'insolation, on regarde toujours l'insolation à 65-68 degrés de latitude nord, parce que c'est là qu'on pense que tout se déclenche, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand le dernier dessin en bas, ici, représente une courbe climatique chaud-froid, et alors, ici, c'est l'insolation à 65 nord. On voit qu'il y a un rythme qui est un peu pareil que celui-là, mais quand même,
entre l'insolation et le résultat, il y a une grosse différence. Et cette grosse différence est expliquée par des non-linéarités dans le système climatique. Et dans ces non-linéarités, c'est vraiment les calottes glaciaires qui jouent le rôle crucial. Comment on reconstruit le niveau des mers et surtout le niveau des mers? Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la quantité d'eau sur Terre est constante. C'est-à-dire que quand il y a de l'eau stockée sous forme de calottes glaciaires, le niveau des mers est plus bas. Mais il n'y a pas que l'eau dont la quantité est constante, il y a aussi la fraction d'isotopes lourds sur Terre. Et les calottes glaciaires ont une composition qui est appauvrie en isotopes lourds de l'eau, que ce soit l'oxygène ou l'hydrogène. Et à chaque fois qu'il y a une calotte glaciaire, du coup, l'océan est enrichi en isotopes lourds. Ça permet, en étudiant les petites bêtes qui sont soit en surface de la mer, enfin, soit qui ont vécu en surface de la mer, soit qui sont au fond de la mer, qu'on fait des coquilles, et en analysant ces coquilles, en analysant leur composition isotopique, ça permet d'avoir une indication sur quel a été le changement de niveau de composition isotopique de l'océan, qu'on peut, avec certaines hypothèses, relier à la quantité d'eau dans les océans. Donc ici, vous avez l'insolation à 65 nord et une reconstitution de Claire Walbroek sur les variations de niveau des mers déduites de la composition isotopique, avec des corrections qui sont liées au fait que la température en surface a changé. Ça aussi, ça change la répartition des isotopes. Donc les carottes marines nous donnent une indication sur le niveau des mers et sur la quantité globale de glace totale. Mais on a bien vu qu'il y avait 2 grandes calottes glaciaires. Et en fait, on peut se poser la question sur est-ce que les choses sont synchrones et tout ça. Ça fait partie de la limite de reconstruire le niveau des mers. Comme ça, c'est qu'il n'y a pas l'aspect géographique. Alors, comment pousse une calotte glaciaire? Sur Terre, c'est très très simplifié. On a le concept de ligne d'équilibre. Au-dessus de cette ligne d'équilibre, la neige peut rester pérenne, et en dessous de cette ligne d'équilibre, la neige n'arrive pas à rester tout au long de l'année. C'est un peu différent de la limite pluie neige. Pendant ce relief-là est à peu près le Labrador. Et pendant une période interglaciaire, comme maintenant, cette région n'est pas englacée. Il neige en hiver, mais la neige n'arrive pas à se maintenir au cours du temps. Donc la ligne d'équilibre ici est au-dessus du relief. Ce qui va se passer, c'est qu'avec les variations d'insolation, la ligne d'équilibre va bouger d'une façon parallèle. Alors elle est en pente, parce que ici c'est le nord, ici c'est le sud, et cette ligne d'équilibre, elle change avec la latitude. L'ordre de grandeur, c'est 1 degré par degré de latitude à peu près pour la température. Et en vertical, c'est 0,6 degrés par kilomètre, par centaine de mètres. Si la ligne d'équilibre, à cause d'un changement d'insolation, descend, de la neige va rester pérenne sur les hauts sommets des montagnes. Ce qui compte là, c'est l'ensoleillement d'été. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. On pense quelquefois qu'il va beaucoup neiger et du coup la neige va rester. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est l'insolation d'été, parce que la fonte en été dépend de la température, de l'ensoleillement, et c'est extrêmement non linéaire. Ça augmente très très vite avec 1 degré supplémentaire. Au bout d'un moment, une petite calotte va commencer à pousser parce que la neige va se transformer en névé, puis en glace. Une petite calotte où des gros glaciers vont commencer à pousser, vont commencer à remplir les vallées, et surtout les vallées élevées. Et au bout d'un moment, la calotte va être suffisamment grande pour que l'écoulement de la glace, parce que la glace s'écoule sous son propre poids, l'écoulement de la glace va permettre à la calotte glaciaire de se propager vers des zones où la neige ne serait pas pérenne. C'est ça qu'il faut voir. Il y a une rétroaction qui est liée à l'écoulement de la glace, qui permet à la glace
l'écoulement d'amener de la glace, et cette glace est fondue, mais le bord, du coup, peut avancer. Et au bout d'un moment, ça avance. Tant que le climat reste froid, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En fait, ça s'arrête quand, à ce niveau-là, l'écoulement de la glace n'apporte plus assez de glace pour qu'elle soit fondue. C'est la seule condition. Alors, sur ce dessin, par rapport au précédent, ce qu'on voit, c'est que le socle s'est enfoncé. La croûte terrestre s'enfonce sous le poids de la glace. L'ordre de grandeur, c'est 1/3 de l'épaisseur. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et à l'extérieur, donc ça fait une déflexion comme ça, et ça fait un bourrelet sur les côtés. Un bourrelet sur quelques centaines de kilomètres. Et c'est ça qui explique effectivement qu'il y a des endroits qui peuvent être, pendant la période glaciaire, de la période glaciaire, qui peuvent être ressentis. Quand la glace va se retirer ensuite, la terre va remonter. C'est un peu comme une péniche sur laquelle on monterait. À chaque fois, elle s'enfonce un petit peu. L'insolation, on a vu, elle avait un rythme avec une période de 20 000 ans, une de 40, une de 100 000 ans. Il va y arriver un moment où la ligne d'équilibre va remonter. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, évidemment, la zone, dans une calotte glaciaire, toute la zone où il y a de l'accumulation, au-dessus de la ligne d'équilibre, toute cette zone-là, on appelle la zone d'accumulation, et tout ce qui est en dessous, la zone d'ablation. Quand la ligne d'équilibre remonte, ou quand le climat se réchauffe, la zone d'ablation va augmenter, la zone d'accumulation va se réduire. Mais comme il y a de la fonte, la calotte va s'abaisser. Et ça, c'est vraiment le processus clé dans l'évolution des calottes, au moins de l'hémisphère nord. La calotte va s'abaisser, et je vous ai dit, c'est extrêmement non linéaire. Donc ça va être un processus très efficace. Et du coup, comme la calotte va être plus basse, son intersection avec la ligne d'équilibre va être encore plus là, sur la gauche, et ça veut dire que la zone d'ablation va encore diminuer. Et là, on voit que c'est une rétroaction positive. Alors, positive, ça ne veut pas dire bénéfique, ça veut dire que ça s'emballe. Et cette rétroaction peut mener à une instabilité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que je vous ai dit que la glace s'écoulait, et la glace s'écoule en fonction de la pente de la surface de la glace. La pente, là aussi, c'est un peu contre-intuitif. On a l'impression que ça va s'écouler avec la pente du socle, mais pas du tout, c'est avec la pente de la surface. Donc du coup, l'amincissement qui est ici va se propager vers le dôme. Et on va finir par arriver à une situation comme ça. Et cette situation, c'est la calotte est fichue, en fait. Elle ne pourra plus récupérer. Il neige plus assez dessus pour récupérer tout ce qu'ils font sur les côtés. Et elle peut, à moins que la ligne d'équilibre redescendre à cause de l'insolation, ça peut arriver, mais si on reste sur un climat comme ça, la calotte va juste se fondre de plus en plus, va arriver un moment où elle sera entièrement en zone d'ablation, et là, il n'y aura plus rien pour l'alimenter. C'est un peu comme si... c'est un peu comme une alimentation qui est coupée. Au bout d'un moment, tout s'étale et tout fond. Cette rétroaction est vraisemblablement le processus majeur dans la déglaciation de l'hémisphère nord, en particulier la déglaciation du Laurentide pour le Laurentide et la Phénoscandie. On peut voir l'apparition d'un lac ici, avec le retrait de la calotte glaciaire. Il y a eu effectivement des lacs sur le flanc sud de la Phénoscandie, et un lac sur le flanc sud du Laurentide qui s'appelait le lac Agassiz, qui a provoqué d'ailleurs des inondations, parce que les lacs proglaciaires, en fait, leur barrage, c'est les moraines, ou la remontée ici, mais c'est des barrages assez fragiles quand c'est des moraines, et ces lacs ont tendance à se vidanger, et je crois qu'il y a eu des inondations catastrophiques du lac Agassiz à certaines périodes. C'est aussi le devenir peut-être du Groenland.
Le Groenland est typiquement dans ce cas-là. Et c'est la grosse crainte, même si elle n'est pas pour la fin du siècle. Et c'est la grosse crainte de l'instabilité. On appelle ça l'instabilité des petites calottes, mais elle marche pour des grandes fractions de calottes glaciaires également. Et j'ai déjà un petit peu parlé de l'isostasie. Donc le socle s'enfonce sous le poids de la glace, mais c'est pas immédiat. Ça met un certain temps, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait fluer la sténosphère. Il y a la croûte terrestre, la lithosphère, et puis il y a la sténosphère dessous. Ça fait fluer la sténosphère sur les côtés. Donc ça prend du temps. C'est un milieu fluide, mais un peu comme la glace. La glace, c'est un fluide au terme mécanique, mais ça prend du temps à se déformer. Et du coup, ce 2000-5000 ans de temps de réaction introduit aussi des rétroactions. Je reviendrai dans certains cas positifs et dans certains cas négatifs. Quand la glace s'en va, le socle remonte, là aussi avec un temps de décalage. Vous avez ici le taux de remontée actuel sur Terre, et vous voyez l'énorme remontée au niveau du Laurentide et de la Phénoscandie. La Scandinavie est toujours en train de monter. Il y a dans les ports, ça leur pose quelques problèmes. Mais le bourrelet qui était au large, qui était de la calotte, qui était à l'extérieur de la calotte, lui, il redescend du coup. Et par exemple, la Hollande était sur le bourrelet et ça double leurs problèmes. Non seulement ils sont sous le niveau de la mer déjà, mais en plus, ils pompent l'eau, donc ils descendent. Mais en plus, naturellement, ils sont encore dans ce cycle d'isostasie qui n'est pas complètement fini. Il y a un autre aspect sur l'isostasie. Alors, ce n'est pas vraiment de l'isostasie, mais le champ de gravité sur Terre dépend de la répartition des masses. Et bien sûr, quand il y a des changements de masse comme la fonte d'une calotte glaciaire, ça fait des changements. Et ça modifie le champ de gravité de la Terre. Le champ de gravité, c'est comment est exactement le niveau des mers. Et ici, vous avez l'impact qu'aurait une perte de l'Antarctique. Et vous voyez que ça fait quasiment pas d'effet au niveau de l'Antarctique, parce que l'Antarctique attire le niveau des mers et le fait monter à sa proximité. Si l'Antarctique s'effondre, le niveau des mers va baisser localement. Mais par contre, à l'autre bout de la Terre, bien sûr, cette masse d'eau, elle reste. Et de la même façon pour le Groenland. En fait, le niveau des mers, c'est quelque chose de vraiment compliqué parce qu'il y a un changement de masse, il y a un changement de volume avec l'expansion thermique quand l'eau plus chaude prend plus de place pour une même masse, mais le récipient change de place, de forme, il remonte, il descend suivant les moments, et en plus le champ de gravité change de forme aussi et remodifie. Donc en fait c'est vraiment un problème qui fait que quand on voit un niveau des mers à un endroit donné, c'est pas représentatif du niveau des mers eustatique, c'est-à-dire global. C'est vraiment dépendant aussi de plein d'histoires de ce lieu, que ça soit près des calottes glaciaires ou loin des calottes glaciaires. C'est un peu une chance pour les gens qui reconstruisent les calottes glaciaires parce que c'est une information cruciale pour la reconstruction des calottes. On peut regarder comment le niveau des mers local a varié au cours du temps. C'est des mesures qui ne sont pas très compliquées à faire, même sur une plage. Et il y a aussi des endroits où une île est en surrection et on peut regarder les plages soulevées et tout ça. Donc en fait, toutes ces informations, ça peut être utilisé dans des modèles pour reconstruire l'évolution des calottes glaciaires dans le passé. Alors bien sûr, plus on remonte dans le passé et plus les informations sont ténues. Alors ici, je vous montre des résultats d'un modèle qui a été publié récemment avec des données géomorphologiques, c'est-à-dire les moraines, mais aussi la direction de l'écoulement, parce que suivant où est situé le dôme de la calotte, et le dôme peut changer de place au cours du temps,
La direction des striations va être différente. Les niveaux des mers relatifs, mais seulement ceux qui sont autour des calottes de glace, pas ceux qui sont au loin. Et le côté réaliste de la simulation est vérifié a posteriori sur les niveaux des mers relatifs éloignés, par exemple à Tahiti ou dans l'étroit de la Sonde. Là-dessus, il y a un modèle d'isostasie sophistiqué qui prend en compte non seulement la glace, la lithosphère et la sténosphère, mais jusqu'au centre de la Terre. Et il y a un modèle de glaciologie rudimentaire. Ici, vous avez l'évolution de toutes les calottes glaciaires au cours du dernier cycle glaciaire depuis 80 000 ans. Alors, ils ont honnêtement fait 80 000 ans parce que comme l'isostasie, ça introduit un aspect d'histoire, ils avaient besoin de remonter suffisamment loin dans le temps pour que pour la déglaciation, ça soit correct. Le total du niveau des mers, enfin des volumes de calottes qu'ils ont, est comme ça. Le Laurentide est en rouge et on voit que c'est vraiment le principal contributeur aux variations du niveau des mers. La Phénoscandie est en bleu et l'Antarctique est très très faible, vous voyez, une dizaine de mètres de contribution. Donc je n'ai pas parlé de l'Antarctique, je vais en parler un petit peu après. Cette reconstruction est en bon accord avec les reconstructions basées sur les isotopes pour la dernière déglaciation. Mais par contre, dans cette période-là, on voit que la calotte décroît beaucoup plus que ce que donnent les isotopes. Et ça, c'est entièrement dû aux données sur les moraines qu'ils avaient introduites, des évidences que la baie d'Hudson a été déglacée. Et c'est vraiment cette différence, ce désaccord avec les isotopes est complètement forcé par les moraines qu'ils ont trouvées. Et après, il y a aussi des discussions sur à quel point les isotopes représentent les variations du niveau des mers. Ici, je vous présente quelques résultats. Alors, comme pour l'évolution du Laurentide, comme je vous l'avais dit, c'est le Labrador qui a été la graine initiale, mais il y en avait une autre petite ici. Et à 22 000 ans, le Laurentide complètement glacé, c'est quasiment le maximum. Le corridor ici, qui va réapparaître pendant la déglaciation, est resté pendant longtemps, je crois jusqu'à 27 000 ans. Et pendant longtemps, la cordillère et le Laurentide étaient séparés. La calotte de la cordillère et du Laurentide étaient séparés. Et la déglaciation, à 15 000 ans, on voit que ça commence à se séparer entre les deux. Alors, il faut noter qu'il y a 2 dômes sur cette reconstruction, 2 dômes pour le Laurentide. Et ces 2 dômes, il a été suggéré que les très grandes variations de niveau des mers pouvaient être liées au fait que là, ça fait un col entre les deux. Et que ce col, donc, il est plus bas, il est plus sensible à la fonte. Et c'est ça qui pourrait provoquer une fonte rapide du Laurentide. À 12 500 ans, ça y est, il y a le corridor, et ça fait déjà un moment. Et à 7 500 ans, vous voyez, il restait encore un peu de glace sur le Labrador et le Keewatin. Et la baie d'Hudson, vous voyez, était largement sous le niveau des mers. Et donc, ça, c'est le présent. La Phénoscandie a une réaction un peu différente. Et vous allez voir déjà, les couleurs sont beaucoup plus turquoises. C'est parce que la Phénoscandie était plus basse. On a vu que les volumes étaient essentiellement dus au Laurentide. Et là, j'ai fait... La petite flèche en haut montre... Quand ça monte, c'est un englacement. Quand c'est horizontal, c'est une période pleine et en décroissance quand ça descend. Et on voit qu'au début, la Phénoscandie a poussé en deux blocs, un sur la Scandinavie et un sur les îles de Nouvelle-Zambes, le Tamir, qui est une péninsule au nord de la Sibérie. Mais la difficulté de la Phénoscandie pour pousser, c'est qu'elle arrive sur un bord marin. Et il faut qu'elle traverse la mer de Barents. Et la mer de Barents, ça fait quand même 500 mètres de profondeur. Donc, c'est pas si facile que ça pour un glacier. Je vais revenir dessus. Et vous voyez, là, il y avait par exemple un lac. Il y a plein de reconstructions de lacs. Et la Phénoscandie a eu une histoire beaucoup plus chahutée que le Laurentide.
Ça n'a pas juste été on grossit, on rediminue, on regrossit. Ça a été un coup ça pousse là, un coup ça pousse là. Ils ont même un endroit où il y a des moraines qui viennent d'un côté et de l'autre, qui se font face. C'est un coup il y avait la calotte ici, un coup il y avait la calotte là. Il y a 55 000 ans, c'était comme ça. Après, ça a complètement disparu. Et quand ça a repoussé, ça a repoussé ici. Donc, alors que ça n'a pas repoussé dans cette partie-là. Et la façon dont ça a avancé. Et par contre, la Phénoscandie, dans cet épisode-là, a réussi à avancer sur les îles britanniques, ce qui n'était pas le cas, à la première glaciation, à la première phase de la glaciation. La Phénoscandie a aussi déglacé plus vite que le Laurentide, et il y a 10 000 ans, c'était fini, alors que le Laurentide a duré jusqu'à 7 000 ans. Alors le cas des bords marins, justement. Quand une calotte glaciaire arrive sur une côte, surtout si elle n'a pas beaucoup de fonte en été, elle se met à flotter, les glaciers se mettent à flotter sur la mer. Et c'est ce qui arrive en Antarctique. En Antarctique, il n'y a pas de fonte en été, donc toute la glace est évacuée en allant à la mer. Mais ça concerne aussi la baie d'Hudson, qui était bien en dessous du niveau des mers, et la mer de Barents. Et ça peut avoir aussi concerné les lacs proglaciaires, parce que quand la calotte est... c'est pas un lac marin, un bord marin, mais quasiment. Et là, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une instabilité mécanique. Ce qui se passe, c'est si la pente est rétrograde, donc ici vous avez l'océan, ici vous avez la calotte, si la pente est rétrograde, alors en fait c'est souvent le cas que la pente soit rétrograde à cause de l'isostasie, la calotte a eu le temps d'enfoncer et on a une pente rétrograde. Si la pente est rétrograde, toute cette zone-là est instable. La calotte ne peut pas rester longtemps à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que le flux de glace qui passe ici dépend de l'épaisseur. Et il dépend de l'épaisseur à la puissance 7. C'est énorme. Ce qui fait que si, pour une raison quelconque, la calotte recule un peu, le flux de glace qui va passer à cette ligne qu'on appelle la ligne d'échouage, le flux de glace va être considérablement augmenté, donc ça va vider la calotte. Et ça va faire reculer encore. Et ça aussi, c'est une rétroaction positive, qui n'est pas du tout la même que celle pour le Groenland, mais c'est une rétroaction positive. C'est le principal danger pour l'Antarctique de l'Ouest. On a même vu des endroits où ça a commencé. On a même des endroits où on se demande si c'est pas tellement parti dedans que les simulations sont divisées là-dessus. Mais c'est vraiment le danger pour l'Antarctique de l'Ouest. Et je pense qu'avec le climat actuel, si on donnait à parier à tous les modélisateurs de calottes, tous diraient que dans 5000 ans, il n'y a plus d'Antarctique de l'Ouest. Ça peut être à l'origine des Heinrich Events, dont je n'ai pas parlé jusque-là, mais qui peuvent être, qui étaient des évidences dans les carottes marines de l'Atlantique, qui a eu des armadas d'icebergs, c'est comme ça que Brucker l'avait appelé, le premier qui en parlait vraiment, des armadas d'icebergs qui traversaient l'Atlantique, qui allaient jusqu'au Portugal. Et ces icebergs venaient principalement de la baie d'Hudson, on le sait par les petits cailloux qu'ils ont déposés dans les carottes marines. Et ces icebergs, une des grosses hypothèses, c'est que ça a été des moments d'instabilité dans la baie d'Hudson liés à cette instabilité des calottes marines. Et dans les grandes incertitudes du futur du niveau des mers, c'est l'Antarctique à cause de cette instabilité. C'est une instabilité qui est symétrique, c'est-à-dire que ça marche aussi en avancée. Et du coup, une calotte glaciaire peut avancer très vite. Un autre processus, c'est que comme il y a une partie flottante comme ça, si la partie flottante a des raisons de s'épaissir parce qu'il neige beaucoup dessus, ou parce qu'elle est vraiment très près d'une île, par exemple, ou parce qu'en mer de Barents, ça peut être la rencontre de deux ice shelves. Vincent avait montré ça pendant sa thèse, un ice shelf qui vient du Svalbard et un qui vient de la Nouvelle-Zélande. Ils se rencontrent, ils ne peuvent plus avancer, donc ils s'épaississent et ils touchent le fond, et là, ça se met à pousser. Donc en fait, c'est un processus qui est important, qui est très peu traité dans les modèles de calottes glaciaires, parce que c'est des modèles qui coûtent plus cher quand il y a ces processus-là, mais c'est bon, ça n'a pas été traité beaucoup pour les calottes de l'hémisphère nord. Pour l'Antarctique, on n'a pas le choix. Donc l'Antarctique,
L'Antarctique de l'Ouest, alors, pas l'ouest de l'Antarctique, l'Antarctique de l'Ouest, c'est défini par les longitudes l'ouest. C'est toute cette partie-là, et on voit toutes les couleurs bleues, c'est en dessous du niveau des mers, ça c'est le socle. Toutes les zones bleues, c'est en dessous du niveau des mers, c'est en général avec un socle rétrograde, donc tout ça c'est instable. Pendant longtemps, on pensait que l'Antarctique de l'Est était stable, mais c'était essentiellement parce qu'on n'avait pas de mesures. Maintenant qu'on a bien des mesures dans cette zone-là, on voit que ce n'est pas le cas, et dans cette zone-là non plus. Donc c'est un danger. Il y a un seuil à un endroit qui fait qu'on pense que ça peut arriver, ça mettra plus de temps à arriver. Ici, une reconstruction entre le dernier maximum glaciaire et l'Antarctique actuel, faite par Aurélien Quiquet. L'Antarctique de l'Ouest, pendant la période glaciaire, était nettement plus grosse. L'Antarctique de l'Est, ça ne se voit pas sur cette simulation, mais était vraisemblablement un tout petit peu plus basse parce qu'il neigeait moins. Et ça, c'est normal. Plus il fait chaud, plus l'atmosphère peut contenir d'humidité et plus ça retombe sous forme de neige. On a des évidences dans les carottes de glace que c'était effectivement l'accumulation était plus faible et d'autres évidences que l'altitude était vraisemblablement plus basse. Mais donc les deux parties de l'Antarctique font comme ça. Et même actuellement, l'Antarctique de l'Est, dans les projections, on pense qu'il va neiger un peu plus, donc ça va, pour un temps, limiter l'impact de l'instabilité de l'Antarctique de l'Ouest. Donc, en conclusion, aux échelles de temps du dernier cycle glaciaire, les calottes ont vraiment un rôle crucial et elles introduisent énormément de non-linéarité. Dès qu'il y a un effet de seuil, il y a des non-linéarités. La glace, forcément, a des effets de seuil. Il y a le point de fusion. Et il y a des rétroactions positives. Il y a des instabilités. On en a vu au moins 2. Et c'est vraiment la principale raison de transformer l'insolation en les cycles qu'on a vus. Dans l'hémisphère nord, la principale instabilité, c'est l'interaction entre l'altitude de la surface et la fonte. Mais c'est modulé par l'isostasie. Et je n'ai pas du tout parlé d'une autre rétroaction qui est l'albédo. Plus une calotte est grande, plus il y a de la neige. Plus il y a de la neige, plus il y a d'énergie qui repart vers l'extérieur. Et plus ça refroidit le climat de la Terre. Donc en fait, il y a aussi cette rétroaction qui est sensible, qui marche aussi avec la neige en fait. Et avec la glace de mer. Et l'analogue actuel, c'est le Groenland. Pour les calottes à bord marin, elles sont potentiellement instables. C'est modulé par l'isostasie, mais dans ce cas-là, c'est un effet stabilisateur. Et les coins impactés, c'est la baie d'Hudson, la mer de Barents et l'Antarctique, dès que son socle est sous le niveau de la mer. Le niveau des mers reflète la masse stockée dans les calottes glaciaires, mais la masse, c'est pas tout le niveau des mers. Et après, il y a toute une échelle de données, de modélisation qu'il faut mettre en œuvre pour voir quel est l'impact, que ce soit dans le passé ou dans le présent ou dans le futur, quel est l'impact d'une montée eustatique du niveau des mers. Je rappelle qu'au précédent interglaciaire, il y a 125 000 ans, il faisait à peine plus chaud que maintenant. Et le niveau des mers était plus 6 mètres par rapport à maintenant. Et que la dernière fois que la Terre a eu le contenu en CO2 actuel, c'était il y a 3 millions d'années. Et là, les estimations vont de 6 à 20 mètres au-dessus de l'actuel pour le niveau des mers. Mais ça a mis du temps, hein, ça ne s'est pas fait instantanément. Merci. On me dit qu'il y a peu de temps pour les questions, parce qu'on a un programme chargé et puis on a débordé. Donc, s'il y a une question rapide, on va la prendre et on se contentera d'une question. Allez-y. Bonjour. Je voudrais poser la question et la ramener à ce qui se passe à l'heure actuelle sur le réchauffement climatique, parce que toutes vos informations sont intéressantes à ce niveau, et de savoir est-ce que ce réchauffement climatique se fait naturellement ou est-ce qu'il est accéléré
par l'activité humaine, de votre point de vue, par rapport à ce que vous nous avez raconté sur la fonte des calottes? C'est très clair que le contenu en CO2 de l'atmosphère, c'est une règle de base de physique. On ne voit pas comment ça peut faire autrement que d'augmenter la quantité piégée sur Terre, de chaleur piégée sur Terre. Donc, et on n'a pas eu des quantités comme ça de CO2 depuis 3 millions d'années. Et ainsi que Édouard le montrait, le climat de la Terre s'est peu à peu refroidi et l'englacement s'est un peu augmenté depuis des millions d'années. Et on sait qu'il y a des données sur la quantité de CO2 au cours et on sait que le CO2 était en train de baisser. Donc en fait, de remonter, on voit, il y a à la fois des évidences paléo. On a aussi dans les carottes de glace l'évidence que le CO2 a servi au moins d'amplificateur aux variations naturelles, à peu près pour un tiers de l'effet est amplifié par le CO2. Après, il y a le cycle du CO2, et ça, c'est pas trop mon domaine, mais... Je dirais que votre question et la réponse est une très bonne introduction à ce qui va se passer l'après-midi. On reviendra effectivement sur ces aspects. Nous verrons aussi l'impact actuel du réchauffement sur les calottes de glace. Donc venez absolument cet après-midi. Nous en reparlerons. Et c'est très clair qu'il y a un impact. Donc la réponse est oui. Et c'est pas... Enfin, oui. De façon très nette. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Il n'y a pas d'hésitation. Voilà, je vous remercie de votre attention. On peut applaudir tous les intervenants de ce matin. Et donc l'après-midi commence à 13h30. Donc merci encore de votre attention. À bientôt.